La gestion des ressources à bord de nos véhicules, que ce soit en camping-car, en fourgon ou en van, est un souci du quotidien. Je parle bien sûr de l'eau et de l'électricité, pas de l'apéro ou du chocolat, tu l'auras bien compris. Nous allons donc aborder le sujet de l'autonomie, ou plutôt du manque d'autonomie, et encore, il y a autonomie et autonomie, on va voir ça ensemble. Salut à toi, amateur ou passionné de maisons sur roues, bienvenue dans ce nouvel épisode. Nouvel épisode sous notre nouveau nom, Léonard le camping-car, et donc avec un générique un petit peu mis à jour, tu l'auras remarqué si tu es un fidèle de notre chaîne. Quand je dis qu'il y a autonomie et autonomie, tu vas comprendre. En fait, de mon point de vue, et en simplifiant, il y a deux profils d'utilisateurs. En premier, il y a ceux qui vivent une majorité du temps, voire à 100%, dans leur véhicule, et tu rentres aussi dans cette catégorie si tu as une grosse consommation avec par exemple un PC pour le boulot, des ados qui sont collés aux écrans, ou de l'électroménager, et qu'en plus, tu ne souhaites pas être trop souvent connecté à une borne. Là, tu n'auras probablement pas d'autre choix que d'être quasi totalement autonome en t'affranchissant du réseau EDF. Cela veut dire investir dans une grosse et coûteuse installation. Et si c'est ton cas, clairement, je ne te serai d'aucune aide sur la partie électricité. Je t'oriente plus vers des chaînes comme Nomad Into the Wild. Par contre, si comme Nat et moi, et comme la grande majorité des camping-caristes, tu veux juste avoir suffisamment de batterie et d'eau pour passer quelques jours tranquilles, sans te brancher ou sans passer par une heure de service, cette vidéo est faite pour toi. Mais on est bien d'accord, notre expérience ne vaut que pour nous, et ce que tu vas mettre en place dépendra bien évidemment de tes besoins, de ton budget, de l'équipement de base de ta cabane à roulettes et de la place disponible. Te retrouver à plat de batterie cellule à l'étape te condamne à espérer d'avoir des bougies au fin fond de ta soute, des piles en état dans ta frontale ou à démarrer ton moteur pour recharger. Être en panne de flotte te permettra de profiter de la fraîcheur d'un ruisseau ou d'une fontaine pour te débarbouiller et encore si tu as de la chance d'être près d'un point d'eau. Des situations qui peuvent être frustrantes, nous sommes d'accord là-dessus, surtout que ton véhicule t'offre tout ce qu'il faut pour être un coq en pâte comme à la maison, à condition bien sûr d'être raisonnable et attentif à la consommation. Que tu sois un jeune padawan du camping-car ou un expert, les règles à appliquer sont souvent les mêmes. Et voici ce que nous avons enseigné nos 3 ans à bord de Léonard. Précision, je te le rappelle, nous utilisons notre camping-car en vacances, en week-end, en moyenne 30 à 40 nuits par an. Nous ne vivons donc pas dedans, nous ne partons jamais plus de 3 semaines d'affilée, et nous passons rarement plus de 3 jours d'affilée en sauvage avant d'aller dans un camping ou une aire de camping-car. Commençons par l'eau et partons d'une base. En moyenne, les camping-cars et fourgons ont une capacité en eau propre d'environ 100 litres en arrondi. C'est plus, voire beaucoup plus sur les poids lourds, et c'est moins, voire beaucoup moins sur les vannes. Au niveau des eaux grises, très souvent, nous avons une capacité inférieure parce que les fabricants prennent tout simplement en compte l'eau utilisée pour la cassette des WC. Pour les eaux noires de TVC, justement, on parle en moyenne de 17 à 22 litres de contenance. Petite précision, eau grise versus eau noire, grise comme l'eau de ta douche et ta vaisselle, noire comme le contenu de ta cassette de WC. Pour Nat et moi, 100 litres avec une douche chacun par jour, la vaisselle et les WC, c'est 3 jours. Et pour te donner une référence, à la maison, une douche, c'est entre 50 et 70 litres en moyenne, à condition de ne pas traîner une douche. Et l'on monte vite à 100 litres quand tu as les cheveux longs et plusieurs shampoings à faire. Ça veut donc tout simplement dire que si tu fais comme à la maison, c'est corvée de service tous les jours, voire plus, si tu as des enfants, et ça je pense que ça va vite, très vite te saouler. La première solution, être économe. C'est pas plus compliqué que ça, et je suis certain que tu t'en doutais déjà. Ça veut dire que pour la douche et la vaisselle, dorénavant, tes commandements seront l'eau. Tu ne laisseras pas couler pour rien, et rapide et efficace, tu seras. Dans ton véhicule, faire comme à la maison, c'est fini, terminé, à proscrire. Tu ouvres l'eau, tu mouilles, tu fermes l'eau, tu frottes, tu ouvres l'eau, tu rinces, tu fermes. Les WC, tant que tu appuies sur le bouton, ça coule, c'est simple. En clair, à moins d'être un habitué des douches avec une bouteille d'eau, il va falloir carrément changer tes habitudes. Mais même en étant économe, j'ai dit pas crado, celui qui ne se lave pas,
Tu n'arriveras jamais à tenir plus de 3 voire 4 jours à 2 avec 100 litres et une semaine tout seul. Mais alors, comment fait-on pour allonger un petit peu cette durée? Eh bien, tout simplement avec des accessoires faciles à trouver, qui ne vont pas exploser ton budget, que nous utilisons rarement, c'est vrai, mais qui sont là nous apportant une petite marge de sécurité et je te garantis que le jour où tu en auras besoin, tu seras bien content de t'être dit en les achetant, on sait jamais, ça peut servir. Commençons par augmenter nos réserves en eau propre, avec tout bêtement 1 ou 2 jerrycans d'eau dans la soute. Nous avons fait le choix avec Nat d'un jerrycan en plastique rigide, transparent de 25 litres. Rigide, c'est clair, il prend plus de place qu'un souple quand il est vide, certes, mais pour l'avoir testé, c'est plus simple à manipuler, surtout quand il est plein, il file moins entre les mains au fur et à mesure qu'il se vide. Rigide ou souple, 1 ou plusieurs, 10 ou 25 litres, c'est à toi de voir, suivant la place qu'il te reste dans la soute et ton agilité, il faut en tenir compte, à manœuvrer 10 à 25 kg, parfois à 1 mètre de hauteur, voire plus, comme pour notre Le Voyageur. Nous allons d'ailleurs très probablement en acheter un second, notre nouveau Léonard étant un peu plus chiche que prévu en eau propre, malgré que ce soit un poids lourd, 130 litres seulement. Chose importante à ne pas négliger, comme nous ne savons pas quand nous allons utiliser l'eau de notre jerrycan, nous mettons systématiquement une pastille micro-pure pour ne pas être obligé de vider l'eau à chaque retour à la maison et éviter surtout d'avoir des habitants type Alc qui s'invitent à l'intérieur. Bon, ensuite, l'école et les problèmes de baignoire sont loin, mais si je me souviens bien, en ajoutant de l'eau propre, à un moment donné, mon réservoir d'eau grise, lui, il va finir par déborder. Tu valides? Là aussi, une solution simple, un réservoir d'eau grise supplémentaire à roulette que tu glisses sous ta sortie d'évacuation. Tu en trouveras de 20 à 50 litres, 25 et 40 étant les contenances les plus communes. Là aussi, tout dépendra de la place dans ta soute, vu que ce réservoir sera systématiquement rigide, mais franchement, 25 litres, ce n'est pas si grand que ça pour les avantages que ça procure. C'est un vrai plus si tu n'es pas un fervent adepte des airs ou des campings, ou si tu n'as pas envie de bouger ton véhicule tous les 3 jours pour faire les services. Tu l'as compris, si tu as de quoi vider tes eaux grises à proximité, faire le plein de ton jerrycan, tu peux remplir et vider autant de fois que nécessaire. Et puis, si tu n'as pas la possibilité ou de faire le plein, tu as quand même un peu de rab qui peut te permettre de tenir un jour de plus jusqu'à la prochaine aire de service. Solution parfaite. Nous, on n'a pas trouvé mieux, mais si tu en connais d'autres de solutions, partage-les en commentaire, tu pourras en faire profiter tout le monde. Dernier point sur les fluides, la cassette WC. C'est en général la corvée là, moins appréciée de tous, on se demande bien pourquoi. N'étant pas un moment attendu avec enthousiasme, chacun ira de sa petite méthode pour la repousser le plus possible, en commençant par le pipi dans la nature pour les garçons, les toilettes publiques, les restos, mais quoi que tu fasses, à part peut-être la grève de la faim et de la soif, tu n'y couperas pas. Et là, on ne rigole pas, est-il vraiment utile de le rappeler, la cassette se vide dans un endroit approprié. Terminé les fosses septiques à l'air libre que tu pouvais trouver et surtout sentir le long de la route entre Agde et Sète par exemple, si tu as connu, personne ne voulait perdre sa place près de la plage et donc tout le monde vidait sa cassette de l'autre côté de la route ou pire encore, dans la mer, à la nuit venue, c'était tout simplement burk. Aujourd'hui, plus d'excuses, il y a suffisamment d'air de service pour être propre et respectueux des autres et de la nature avant tout. Bon, sauf qu'à un moment donné, ça risque quand même d'être plein et qu'il va falloir trouver une solution parce que tu n'as pas trouvé d'air à proximité et tu n'as pas trouvé de toilette publique. C'est simple, une seconde cassette WC. C'est tout bête, je suis certain que tu y avais déjà pensé, alors oui, ça prend de la place, mais franchement, ça peut être bien utile, même si ce n'est qu'une fois par an. Précision importante, attention, il existe plusieurs modèles de cassettes, de plusieurs contenances différentes, donc valide bien avant de commander. Dernier point, est-ce que nous consommons l'eau de notre réservoir d'eau propre? Non, pas pour boire, mais pour cuire les pâtes ou faire le thé, ça, c'est sans problème. Nous traitons quand même notre réservoir, plutôt nos réservoirs, avec des produits adaptés, et pour boire, c'est uniquement en bouteille plastique de 5 litres. Alors oui, c'est vrai, il existe des systèmes de filtres, soit directement sur ton réseau d'eau, soit portatifs type Berkeley, mais nous ne sommes pas équipés, et nous n'avons pas l'intention de l'être. Tu trouveras des vidéos sur le net si tu souhaites en savoir plus. Fin du sujet eau. On passe maintenant au sujet suivant, et aussi le plus onéreux, et de très loin le plus complexe techniquement, l'électricité. Là aussi, nous allons partir
de la base, c'est-à-dire ce qui est fourni la plupart du temps à la livraison des véhicules, à savoir une batterie non lithium avec une capacité aux alentours de 100 ampères-heure, plus un ou deux panneaux solaires de 110-120 watts, plus un panneau de contrôle pour surveiller tout ça, avec plus ou moins de fonctions suivant ton véhicule, et c'est tout. En théorie, il est dit que la consommation moyenne est de 40 ampères-heure par jour dans nos camping-cars, donc toujours en théorie, et en simplifiant, tu devrais pouvoir tenir 2 jours et demi environ avec ta batterie 100 ampères-heure. Mais en théorie seulement, puisque les technologies des batteries installées de base sur nos véhicules ne sont pas des lithium, et elles perdent très rapidement leur efficacité, sitôt qu'elles sont aux alentours de 50% de capacité. Maintenant que tu as ces premières infos, parlons maintenant de ce que tu as comme équipement consommateur d'électricité à bord. Alors, les LED de ton éclairage, et particulièrement dans les véhicules récents, il y en a vraiment beaucoup. Ensuite, la pompe à eau, ce que tu vas brancher sur les prises USB de ton camping-car, le téléphone, les batteries de tes caméras par exemple. La télé, et tout ce qu'il y a autour, des modulateurs, antennes automatiques, et ça, je te promets, ça consomme. Ton frigo, quand il n'est pas sur le gaz, ou le 220, c'est plutôt rare, mais quand même, pense-y. Et peut-être un convertisseur qui te permettra d'avoir du 220 sans te brancher, mais qui va goulûment aspirer ton énergie. Donc le soir, à la nuit venue, tu veux te regarder un bon petit film avec ton antenne, en profitant de l'éclairage romantique intérieur, pendant que tu recharges tes batteries de caméra. C'est un chouette programme, on va pas se le cacher, nous on adore, mais il serait quand même pas mal de jeter un œil à ce qu'il te reste en capacité avant. C'est plus prudent. Et puis tu connais l'adage, c'est pas Versailles ici. Si tu veux Versailles à bord de ton camping-car, achète une carte postale pour mettre au mur ou branche-toi à une borne 220 et à ce moment-là, fais-toi plaisir. Sans cela, il va falloir être économe en tout et surveiller ta capacité plusieurs fois par jour. Bon, je te rassure, tu n'es pas obligé de te retrouver en carafe au bout de 2 jours, tu peux tout simplement rouler et compter sur l'alternateur, la plupart du temps renforcé en lien avec un coupleur séparateur, pour permettre de recharger ta batterie cellule. Ou faire ce que nous faisons avec Nat, une petite nuit de temps en temps, dans une aire ou en camping, en étant branché sur le 220. Simple, efficace, et puis alors tu peux en plus en profiter pour faire tes services. Mais au-delà de ça, que peux-tu faire pour améliorer ton autonomie? Il y a des solutions, mais autant te le dire, il va falloir sortir le chéquier, il y a une autre échelle que pour l'eau, car dans l'électricité de nos cabanes à roulettes, tout coûte cher, voire très cher. L'élément central, tu t'en doutes, c'est la batterie. C'est là-dessus que tu vas pouvoir étudier ce qu'il est possible de faire en premier. Le plus simple, entre guillemets vu les prix, est de passer sur une capacité supérieure aux 100 ampères-heure d'origine. 160 ou 200 ampères-heure, là on commence à être sérieux, et pourquoi pas 2 fois 100 si tu souhaites garder celle d'origine. Cependant, 2 choses à contrôler avant. La première, facile, l'encombrement. Si on prend notre cas, à part dans la soute, il nous aurait été impossible de rajouter une seconde batterie dans le McLouis ou même de prendre plus puissant. Si tu choisis l'option changement pour plus gros, regarde bien où tu vas la mettre, les tailles deviennent vite conséquentes. Et la seconde chose, fais bien attention à ce qu'il est possible de faire en fonction des autres équipements déjà en place, histoire d'être certain que tout ce petit monde va bien travailler ensemble, sans cramer du fusible à tout va, et encore, ça c'est dans le meilleur des cas. Et enfin, les prix variant énormément, et les utilisations aussi, étudie bien ton affaire avant, pour ne pas regretter ton achat et devoir tout bêtement réinvestir. Bon, tu vois le truc, 40 ampères-heure par jour en théorie, si tu passes de 100 à 200, tu doubles ton autonomie, mais c'est quand même un poil plus compliqué que d'acheter un jerrycan. Je ne vais pas te dire quoi choisir entre une batterie AGM, gel ou lithium, il y a toutes les infos sur le net, même si, tu t'en doutes, si tu le peux, investis dans une lithium. Et je le redis, regarde bien tes besoins et bien sûr, ton budget. Bon, maintenant, question suivante, comment on recharge tout ça, à part en roulant ou en se branchant au 220? En panneau solaire, ouais, c'est une solution. Mais il ne faut pas trop croire le marketing des fabricants de panneaux et des vendeurs de camping-cars. À moins de tartiner le toit de ton 7,40 m de panneaux solaires inclinables dernière génération, de vivre au sud de l'Espagne en hiver et de les nettoyer régulièrement, on parle clairement de solutions d'appoint, voire au mieux de dépannage, mais ne t'attends pas à un rendement de fou. Les tests vus sur le net sont clairs, il faut vraiment des conditions optimales
pour tirer une vraie efficacité de tes panneaux. Dis-toi bien que de manière générale, tu ne seras jamais à 100% de leur capacité et bien souvent proche de zéro dès que tu n'es pas en plein soleil. Mais c'est mieux que rien et si nous devions vivre à l'année dans Léonard avec Nat, je mettrais le plus possible de watts en panneaux solaires sur le toit, ça c'est une certitude. Attention, si tu investis là-dedans, je te conseille vivement de bien voir avec un professionnel, à moins d'être calé comme Pascal de Nomadic on the Wild ou comme Phil de Phil et Fab. Tu trouveras aussi des infos sur la chaîne et le blog des Péripléties qui se sont bien pris la tête avec leur nouvelle installation. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'ai surtout parlé des solutions permanentes installées dans et sur ton véhicule, mais tu es sûrement au courant qu'il existe des batteries portables parfaitement adaptées à notre utilisation. YouTube est pavé de vidéos sur une marque bien connue. Et très franchement, je ne pense pas que ce soit que du marketing. Les capacités et possibilités de ces batteries, à condition là encore d'y mettre le prix, peuvent être une très bonne solution. Tu as une batterie, certes lourde et encombrante, mais que tu peux utiliser ailleurs que dans ton camping-car, que tu peux recharger en 220 à la maison ou avec des panneaux solaires pliables fournis par ces marques, et ça te permet de ne pas mettre trop d'argent dans des équipements permanents si tu penses revendre ton camping-car par exemple. On le sait bien, l'ajout d'options rehausse la valeur de revente, mais tu perds quand même de l'argent, tandis que là, tu as juste à enlever la batterie de ton ancien camping-car et à la remettre dans ta nouvelle maison sur roue. Ce n'est que mon avis, et nous avons fait, je pense, là, le tour des solutions. Là aussi, si tu as des conseils éclairés à nous donner, partage ça en commentaire. Revenons à nous, pour ce qui est de notre ancien McLouis ou de notre Low Voyageur actuel, nous n'avons pas investi dans des équipements supplémentaires, et je te spoil un peu la vidéo de présentation de Léonard, lui là, nous sommes bien mieux servis aujourd'hui en électricité qu'avec notre ancien McLouis. Et très franchement, nous ne pensons pas investir tout de suite, tout d'abord parce que nous sommes des utilisateurs loisirs, je te l'ai dit, qu'au-delà de 3 jours, nous choisissons souvent l'option air ou camping, et que nous consacrons notre budget camping-car à d'autres achats, tout simplement. Je te répète ce que j'ai dit en début de vidéo, notre expérience ne vaut que pour nous. Si tu te retrouves dans notre témoignage, cette vidéo pourra sûrement t'aider. Et puis si tu as envie de te faire plaisir ou que tu souhaites prendre la route sur de longues périodes, fais le tour de YouTube, tu trouveras sûrement ton bonheur. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes encore plus de 60% à nous regarder sans être abonné, c'est gratuit, je te le rappelle. Like cette vidéo si tu as aimé et mets un commentaire constructif, le commentaire. Cela nous aidera à faire grandir notre modeste chaîne et à nous faire repérer par les impitoyables algorithmes de YouTube. Il est temps de te saluer, prends soin de toi et salut à tous!